Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous allons encore parler des événements qui secouent le pays, l'Algérie, depuis 2 jours maintenant. Et essayer aussi de faire des décryptages sur certaines attitudes, sur certaines déclarations, sur j'allais dire, la posture du régime plutôt effacée, mais pas toujours. À Tiaret, il s'est passé ce qui s'est passé. On nous apprend qu'il y a eu des centaines d'arrestations et que les jeunes manifestants ont été littéralement molestés. Salah Debbouz, président de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme, a dénoncé très fortement sur sa page Facebook. Il dénonce des dépassements très graves, des violations des droits de ces jeunes. Mais nous parlerons aussi, et ce sera le titre de notre émission d'aujourd'hui, Algérie, silence radio TV. C'est le silence radio en effet pour tous les médias audiovisuels surtout, qui observent une réserve pour le moins que nous puissions dire. Nous allons essayer d'en parler, d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Alors avec moi aujourd'hui, pour en parler, Saïd Khlil, ex-secrétaire, premier secrétaire du FFS, Ali Aïd Jodi, militant pour les droits de l'homme, bonsoir, et donc et militant politique, toujours. Et depuis Alger au téléphone, Faisal Mattawi, journaliste, et depuis Marseille, en Skype, Yahya Bonouar, journaliste. Alors, avant de commencer à recevoir nos invités, nous allons voir les titres d'aujourd'hui. Algérie 1. Pourquoi An-Nahar TV n'a pas couvert les événements de Béjaïa? Par la rédaction. Al-Watan, Louisa Aït Hamadouche, politologue. Ce qui s'est passé à Béjaïa est la conséquence de la régulation par la violence. L'humanité. Algérie, l'austérité, la corruption et l'injustice sociale font déborder la colère. Par Rosa Moussaoui. Saïd Khlil, merci d'être avec nous. Merci. Bonne année, meilleurs vœux pour toute la population algérienne. Merci. Voilà. Alors, donc, d'abord, votre sentiment général sur ce qui est en train de se passer? D'abord, je dirais que c'est prévisible. Et ensuite, ça fait quand même des lustres que beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes interpellent et appellent quand même à des responsabilités pour éviter justement ce genre de situation, d'une part. D'autre part, il se trouve que ce qui se passe, c'est à l'échelle nationale. Donc pourquoi? Parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets, les mêmes maux. Donc même si, comme par hasard aussi, le premier mouvement s'est fait à Tizi Ouzou d'abord. Ah d'accord. Voilà, la première grève des commerçants, je crois qu'il me semble que c'est... Oui, mais là c'était juste une grève des commerçants. C'est juste une grève, oui, peu importe, parce que là aussi c'était une grève à Béjaïa. Oui. Maintenant qu'il y ait des débordements, ça aurait pu arriver à Tizi Ouzou, ça peut arriver n'importe où. Ça. Et puis je crois que les émeutes, c'est ce qu'il y a de plus banal en Algérie. Oui. Alors pourquoi cette émeute-là, ce dérapage, cette violence ça se produit à chaque fin de match. Chaque fois qu'un club perd un match, il y a ces émeutes-là. Mais là, les émeutes ont été beaucoup plus massives d'abord, beaucoup plus graves. Il y a eu de la violence, il faut appeler les choses par leur nom, contre des édifices publics, contre des transports publics. Les gens ont eu peur dans la ville. Certains ne se sont pas identifiés à ce mouvement de colère. Certains me l'ont même dénoncé. Oui. Donc, pour dire les choses comme elles sont. Mais d'abord, à quoi est dû ce mouvement? Est-ce que c'est juste une grève des commerçants qui a dégénéré ou est-ce que c'est dû à un ras-le-bol général? Bon, j'ai dit, sans doute, je n'ai pas toutes les données, toutes les informations, mais dès lors qu'il y a une grève, qu'il y a une manifestation, ce risque-là de dérapage existe. Parce que il y a une colère refoulée, il y a, disons, une tension palpable
palpable. Et puis, bon, il y a des mesures aussi très impopulaires. Donc, il y a une anticipation sur toutes ces augmentations, toute cette remise en cause des acquis sociaux. Et le Front social, il est en effervescence depuis quelques mois. Il ne faut pas oublier le problème de la retraite anticipée qui a été, donc, comment dirais-je, qui a été remis en cause. Et puis, cette loi des finances, ça fait quand même des mois qu'elle pèse, qu'il y a une espèce de, disons, de tension, tu vois, donc parce qu'il y a une angoisse chez le citoyen basique sur le devenir, et ça, ce n'est que le début, quoi. Donc, je crois que, tout en appelant quand même à la responsabilité, tout en appelant à la raison, parce que une violence aveugle ne profite à personne. Ça, mais une contestation, si tant est que c'est une contestation, plutôt qu'une explosion de colère, lorsqu'elle n'est pas canalisée par des forces politiques qui sont sur le terrain, ne peut que dégénérer en violence, il n'y a aucun doute. C'est le grand problème, ça fait des années que nous interpellons le régime pour lui dire si les médiateurs sont out, cette destruction systématique de toute organisation de société civile ou politique ou syndicale va amener une situation de faire contre faire. Parce que les médiateurs, ceux qui doivent réguler le conflit dans la société, ne jouent plus son rôle, n'existent plus. Et puis il n'y a pas de contestation politique qui est portée, qui est portée par un courant politique, non pas par des milliers de jeunes manifestants qui, chacun à sa façon, expriment leur colère, leur ras-le-bol, mais en l'occurrence, on n'a pas entendu parler de contestation politique. Oui, mais à chaque fois qu'il y a un pourrissement et à chaque fois que ça bouillonne, le pouvoir essaye toujours d'anticiper les événements. On sait bien que l'augmentation des tarifs de tous les éléments commerciaux de première nécessité va provoquer une explosion, appelons comme on le veut. Donc automatiquement, la loi de finances de 2017 va provoquer un séisme. Parce que c'est impossible, parce qu'ils ont augmenté tout d'un seul coup. Donc automatiquement, il y a déjà un ras-le-bol, il y a déjà une gestion. Depuis 15 ans, il y a une mauvaise gestion. Ils ont dépensé 800 milliards. Et aujourd'hui, l'Algérie est dans la dernière, dans tous les classements scientifiques, économiques, les plus sinistres. Mais le problème, c'est que dans la rue, cette fois-ci, ce ne sont pas les gens, les pères de famille qu'on a vus dehors, ce sont les jeunes. Et seulement les jeunes. Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est souvent, en dehors des événements de 80 et octobre 88, tout le temps, c'était les jeunes qui sont à l'avant-garde. Il faut toujours le rappeler. Sauf que, il y a un ras-le-bol, donc automatiquement, il faut s'attendre à une réaction. Et le pouvoir, comme il a l'habitude de le faire, c'est un artiste. Il a l'art de manipuler toutes les contestations, toutes les manifestations. On se souvient de toutes les marches qui ont été initiées, les marches du boycott scolaire, des marches interdites. Ils ont manœuvré, ils ont manqué de respect, insulté, maltraité, violenté. Les militaires ont reçu l'ordre, nous empêcher d'accéder, d'entrer sur Alger, même de manifester dans notre fief, c'est-à-dire à Tizi Ouzou, à Bidjaïa, Bouira, Boumerdès. Donc c'est la même chose. La marche du 14 juin, ils ont lâché des voyous, des prisonniers, des assassins, pour justement... Pour attaquer à coups de pied. Voilà. Ils ont appelé, même interpellé la population algéroise en disant « Défendez votre ville, défendez-vous ». Donc vous voyez cette manipulation. Automatiquement, donc, il a cette tradition de manipuler. Est-ce que la violence qui a éclaté aurait été justement un effet de la manipulation? D'abord, il faut signaler une chose. L'appel était un appel anonyme. Les gens qui ont lancé cet appel ne sont pas identifiés. Mais je ne vais pas les blâmer.
Au contraire, moi j'encourage toute contestation contre cette dictature. Parce qu'ils sont en train de manipuler par le biais de leur relais médiatique, comme quoi c'est des mercenaires, c'est des voyous, c'est des irresponsables. Voilà. Donc c'est tout à fait normal. Quand il y a un ras-le-bol, il y a une dictature, et donc automatiquement, il faut qu'il y ait une réaction. Maintenant, le pouvoir qui a tout verrouillé, il a verrouillé le champ politique, le champ médiatique, le champ syndical, associatif, il a verrouillé, il empêche la société civile de s'exprimer. Mohamed Tamal qui est mort qui a été assassiné dans les prisons algériennes. Mohamed Bourash, Hassan Bourash, je m'excuse, et Bouhafs, et Dr Fakhar et ses compagnons. Plein de... aujourd'hui, Al-Rouat et Thierry, il y a tout le temps des arrestations, il y a tout le temps de la violence, des services de sécurité qui sont les défenseurs de ce pouvoir. Automatiquement, moi je ne peux pas blâmer un policier ou un gendarme qui doit exécuter l'ordre de CRH. Sauf que le pouvoir, il a tout verrouillé. Aujourd'hui, il n'a plus d'interlocuteurs. Moi, ça ne m'étonne pas que les médias ne se sont pas exprimés parce que... vous savez, ça fait depuis longtemps qu'on milite justement pour un exercice légal des médias en Algérie. Ça fait depuis longtemps qu'on s'est dit qu'il faut une existence légale. Eh bien, ils ont légalisé, ils ont autorisé des médias, des journaux, des chaînes de télévision d'exister. Et tout en les tenant... Verbalement, ils les ont autorisés juste verbalement. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et au bon moment, on leur demande de fermer leur gueule, sinon on leur envoie la police. Vous n'avez même pas le droit d'exister, ni d'occuper ce siège, ni de diffuser. Donc, à partir de cette seconde, automatiquement... Mais il y a quand même 4 chaînes qui ont des autorisations d'avoir des bureaux à Alger. On en parle là, juste pour dire qu'à partir de la seconde où les partis politiques... Vous savez, ils sont dans le mouchoir, ils sont dans la ligne, ils sont domestiqués. Voilà. Alors, c'est la domestication générale des associations, des syndicats, des partis politiques, des médias, automatiquement. Il y aurait explosion. Les gens vont s'extérioriser, les gens vont exprimer leur ras-le-bol et n'importe comment. Maintenant, ils empêchent une contestation légale, automatiquement, il va y avoir une réaction. Eh bien, nous allons voir que ce n'est pas valable pour tout le monde. Certains partis ont appelé, on ne sait pas lesquels, ont appelé à une marche de soutien, plutôt un sit-in de soutien pour le président Bouteflika près de la Poste. Les images ne sont pas encore prêtes, elles vont être prêtes dans un moment. Faisal Mottaoui est avec nous. Faisal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamel, bonsoir à vous, à vos invités, bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous aussi. Faisal, le sujet principal de notre émission d'aujourd'hui est cette absence des médias audiovisuels notamment dans la couverture des événements qui viennent de secouer le pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, il n'y a pas d'absence totale, parce que j'entends votre invité qui dit que les médias n'ont rien dit, que n'ont pas couvert, ce qui n'est pas vrai. Les médias audiovisuels. Oui, audiovisuels ou écrits. Même les médias audiovisuels, malgré les limites, ils ont tenté de couvrir, bien sûr, selon les lignes éditoriales. Vous savez que les télévisions privées, ceux qui sont encore tolérés et non autorisés, agissent dans les limites de la petite liberté qui existe. Et liberté, bien sûr, il y a. Bon, les chaînes ont tenté de rapporter des faits, bien entendu en condamnant les actes de vandalisme, de violence, parce qu'il y a des actes de violence, il faut le reconnaître, et vous-même, vous le dites, Jamel. Mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a pas eu de caméra à Béjaïa. Alors on se pose la question, pourquoi les chaînes ne se sont pas déplacées là-bas alors que des chaînes ont des correspondances localement? Pourquoi ils ne sont pas allés couvrir les événements? Parce que les seules vidéos qui existent sont ceux qui ont été filmés par des amateurs à travers leur téléphone, leur smartphone, et même des confrères à l'étranger ont cherché d'acheter des vidéos pour savoir ce qui s'est passé et n'ont rien trouvé. La télévision algérienne, la télévision officielle, bien entendu, a fait en sorte que ces événements n'ont jamais existé. Elle a rapporté hier, notamment dans son journal de 20h, les déclarations du ministre de l'Intérieur qui évoquait les événements de Béjaïa, et la télévision algérienne n'a pas parlé des événements de Béjaïa. Donc pour quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne suit pas les événements en Algérie, il ne sait pas de quoi parle le ministre de l'Intérieur, et ça c'est des pratiques très usuelles dans la télévision dite publique. Maintenant les autres chaînes
on fait presque du moralisme en oubliant le travail d'information parfois, parce qu'on a commencé à parler la main de l'étranger, le complot étranger, les médias étrangers qui sont contre nous, etc., etc. C'est un discours qui est assez habituel dans certains médias et qui parfois devient lassant et fatigant. Or, l'idée était de savoir ce qui s'est passé, de montrer des images, de parler probablement avec certains acteurs, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui a lancé l'appel pour la grève des commerçants, parce que la grève des commerçants, je le rappelle, était une grève pacifique. La grève, elle a eu lieu déjà, et votre invité l'a rappelé à Tizi Ouzou, c'était une grève pacifique. Il y a une autre grève à Béjaïa et une autre qui devait avoir lieu, qui a eu lieu partiellement à Bouira, à Boumardès, et je crois à certaines régions de Sétif. Mais pourquoi les événements ont dérivé, ça on ne le sait pas. Et les médias, à ce moment-là, n'ont pas essayé de savoir d'où venait l'appel, n'ont pas fait le travail d'investigation qu'il fallait, et on n'a pas essayé de comprendre depuis quand les commerçants défendent les intérêts des commerçants, parce que des consommateurs. Depuis quand les commerçants défendent les intérêts des petites bourses, alors c'est eux-mêmes, avant même que la loi de finances n'entre en application à partir de début janvier, ont commencé à augmenter les prix, mais d'une manière incroyable. Les prix qui ont passé de 10 à 100% d'augmentation, et après on fait grève pour demander au gouvernement de revoir les dispositions de la loi de finances. Donc il y a beaucoup de questionnements que pose ou qu'invite au questionnement cette affaire de Béjaïa, cette dérive dans la violence dans les événements de Béjaïa. Mais Faisal, une dernière question. Une certaine chaîne, que je ne nommerai pas, a rendu public un communiqué où elle dit « Oui, nous ne couvrons pas les événements de la façon dont cela devrait être fait pour ne pas jeter de l'huile sur le feu ». Une autre chaîne a accusé les chaînes qui couvrent d'être l'outil de la main étrangère, de vouloir allumer le feu, de vouloir déstabiliser le pays. Oui, ça c'est une dérive totale. Ce n'est pas les médias ne sont pas des acteurs dans les événements. Lorsqu'il y a des événements, le rôle des médias, de la télévision, de la radio, des médias électroniques et des journaux, de couvrir les événements, de donner la parole à tout le monde, donner la parole au pouvoir, mais donner la parole aussi à l'opposition, ceux qui essaient de s'exprimer, parce que les jeunes qui ont dérivé en saccageant même des propriétés privées, des propriétés publiques, en brûlant un bus, etc. Ce n'est pas bien sûr cette manière qu'on doit s'exprimer. On l'a toujours dit, Jamel, vous-même on l'avez rappelé, beaucoup de confrères l'ont rappelé, le combat pacifique, c'est le seul combat qui peut porter en Algérie. Le pouvoir adore la violence, il réprime. Et vous avez évoqué les cas de personnes arrêtées à Tiaret et à Al-Rouat. Donc les médias doivent rapporter des faits. Or, dans cette affaire, une grande partie des médias, ceux qui ont tenté de couvrir, il y en a ceux qui ont tenté, notamment les journaux, mais il y a eu des oublis, des omissions. Les caméras n'ont pas fait de déplacement à Béjaïa, c'est une erreur monumentale, une erreur professionnelle. On doit se déplacer maintenant. Filmer dans la rue en Algérie, c'est très difficile, c'est très compliqué. Vous sortez une caméra et tout de suite vous avez des agents civils qui sortent de nulle part et qui vous empêchent de filmer, qui vous demandent des autorisations, des ordres de mission, qui peuvent vous mener, et parfois mani militari dans les commissariats pour faire des interrogatoires. On n'est pas du tout libre dans les questions de l'image en Algérie. Il y a une véritable peur de l'image, une véritable crainte, mais ce n'est pas une raison pour que la télévision privée, qui sont censées renforcer la liberté d'expression dans le domaine audiovisuel, fassent leur travail et le fassent correctement, en respectant, s'il le faut, leur ligne éditoriale favorable au pouvoir, mais faites votre travail. Et là, les médias ont oublié que couvrir ne veut pas du tout dire verser de l'huile sur le feu ou attiser la haine, etc. C'est pour ça que cette affaire de Béjaïa repose une nouvelle fois le travail des médias, notamment les chaînes privées, l'ouverture, est-ce qu'elle est réelle ou pas, de l'audiovisuel, l'absence de l'autorité de régulation et l'absence de certaines règles professionnelles. On est en train de s'éloigner de ces règles et parfois on devient acteur, on devient partie prenante dans un conflit alors qu'on est censé être que des observateurs. Faisal Mattawi, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Yahya Bonouar. Oui. Yahya Bonouar. Alors, même question au sujet de cette absence de... D'abord, merci d'être avec nous, Yahya. Merci de votre invitation. Et je salue vos invités et les téléspectateurs. Merci. Merci, Yahya. Alors, cette absence de couverture de ces événements par certains médias qui, dont certains disent, se justifient en disant ne pas vouloir verser de l'huile sur le feu,
ne pas donner l'exemple aux autres jeunes qui pourraient donc être tentés de verser dans ce qu'il appelle la violence. Et d'autres, carrément, je ne citerai pas le nom de ce média, accusent les médias et les chaînes de télévision qui traitent de cette information d'être l'outil de la main étrangère. Oui, avant de vous répondre sur le rôle des médias, je veux juste relativiser un peu sur la responsabilité des jeunes dans la violence. Quand un régime empêche toute forme de protestation pacifique, il programme la protestation violente. Si ces jeunes qui ont 18, 20, 25 ans étaient habitués à voir dans leur ville des mouvements, des marches de syndicats réclamant des hausses de salaire pacifiquement, des marches d'agriculteurs, des associations qui contestent un aéroport, un pont, qui manifestent en soutien à des minorités ou qui manifestent en soutien à des guerres qui se passent ailleurs, le tout pacifiquement et tranquillement. Eh bien, sans qu'on leur dise, ils sauraient que le jour où eux, ils ne seraient pas contents, ils auraient qu'à organiser une manifestation pacifique. Or, c'est interdit. Ceux qui ont tenté des manifestations pacifiques, ils se font tabasser, ramasser, conduits au commissariat, et certains se retrouvent en prison, harcelés par la justice, et ainsi de suite. Donc, la seule manière qu'ils ont de s'exprimer, c'est par la violence, et l'État ne reconnaît que cette violence. Voilà pour relativiser un peu le rôle et dire que les jeunes Algériens sont violents. Non, ils sont effectivement violents, parce qu'en face, il n'y a que violence, et il n'y a pas de reconnaissance d'une contestation pacifique. Pour revenir aux médias, ce n'est pas la première fois. Les médias, on est dans les médias des années 70. Qu'on cache comme s'il n'y avait rien, sauf qu'on n'est plus en 70, que les médias gouvernementaux n'en parlent pas et donnent l'ordre aux médias parapublics, que je ne citerai pas non plus, pour leur dire de ne pas couvrir ce qui se passe, comme ça il n'y aura pas tache d'huile, etc. C'est le réflexe des années 70 et 80, sauf que on est à l'heure des télévisions satellitaires, mais surtout à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, et que donc tout ce qu'ils sont en train de cacher, la population le voit sur un smartphone quasiment en direct. Donc vraiment, c'est des réflexes qui ont l'âge du chef de l'État. Mais Yahya, la plupart des manifestations sont tous jeunes. Il y en a même de jeunes adolescents à la limite, qui ne sont pas vraiment concernés par cette fameuse loi de finances. Comment expliquez-vous donc la présence de seulement cette catégorie de population, juste ces jeunes, pour la plupart des jeunes désœuvrés? Non, il y a d'abord, ils constatent dans leur ville quelque chose d'assez extraordinaire. C'est quand même la première fois qu'à la suite d'un appel anonyme, pas dans les réseaux sociaux, le lendemain, ils se lèvent et ils voient dans leur ville une grève générale des commerçants. C'est quelque chose qui choque. Quand on a 15, 16, 17 ans, qu'on vit dans un pays, qu'on vit dans l'ennui, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de quoi boire un café, qu'on vit dans des villes dévastées et qu'on voit de nos yeux un mouvement de fermeture de tous les commerces dans une ville, dans un village, dans un petit bourg où il y a 15 commerçants quand ils ferment, tout le monde le voit et c'est un malaise. Et quand on a cet âge-là, on sent ce malaise et on vit ce malaise. Et évidemment, si on se l'approprie, on se l'approprie à la manière d'un jeune de 17 ans dans l'Algérie, où le seul rapport avec le pouvoir en place, le seul rapport avec l'État, c'est celui de la violence. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils restent indifférents alors qu'ils voient qu'il y a un vrai mouvement dans leur ville qui est celui de la fermeture de tous les commerces? Évidemment qu'ils réagissent. C'est leur ville, c'est là où ils passent leur temps, c'est là où ils traînent toute la journée, et ils peuvent même pas aller boire un café puisque tous les cafés sont fermés. Les premiers qui vont sentir ce mouvement, les premiers qui vont vraiment sentir dans leur vie de tous les jours, c'est eux, avant les adultes qui le sentent dans le porte-monnaie, mais les jeunes vont le sentir dans leur vie au quotidien. Yahya Bounoir, merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Borhan Messir est avec nous. Borhan Messir est ex-fonctionnaire international à la retraite, un jeune retraité. Borhan Messir, merci d'être avec nous.
Borhan Messir? Est-ce que Borhan Messir est avec nous? Alors, en attendant que nous puissions la voir, nous allons vous montrer une manifestation qui, elle, n'a pas été empêchée. Donc, c'est une manifestation de soutien pour le président Bouteflika devant la Grande Poste à Alger. Voilà, donc nous voyons que les gens sont là, roulent, Ammar roule, et les gens sont là avec des banderoles. Voilà, ils sont encadrés par des policiers, aucun souci. Voilà. Borhan Messir, est-ce que Borhan Messir est avec nous? Borhan Messir, on va essayer de le rappeler dans un petit moment. Saïd Khalil. Alors, voilà donc une manifestation qui est autorisée alors que d'autres ne le sont pas, qui sont tout autant pacifiques. Pourquoi laisse-t-on s'exprimer les porte-paroles du régime, ceux qui viennent le soutenir, et refuse-t-on toute forme d'expression à la population, quitte à la pousser à ses derniers retranchements, c'est-à-dire ceux de la violence? Bon, je crois qu'on parle bien, le propos aujourd'hui, c'est la couverture médiatique. Oui, oui, oui. Bon, non, mais cette petite question, oui, et puis oui, après on va passer. Oui, donc à partir du moment où les médias, c'est un pouvoir, on vous appelle bien le quatrième pouvoir, je crois. Je ne sais pas si vous êtes descendu ou remonté. Mais oui, mais c'est important. L'image est importante, donc ces méthodes-là, on les a connues lors de tous les événements. En 80, on a préfabriqué une manifestation à Tizi Ouzou et médiatisée, couverte, etc. Et la suite, on la connaît. Ça a fait dans la provocation, ça a exacerbé les réactions de la masse estudiantine, des jeunes de l'époque. Je crois que sur le fond de l'approche des méthodes, ça n'a pas bougé. Au fait, il y a des télés qui n'en sont pas. Vous venez de le confirmer, ces contrats chaînes sont agréments. Donc il y a des télés qui n'en sont pas. Il y a des partis politiques qui n'en sont pas en définitive. Et puis, donc on est dans le virtuel, quoi. Mais la réalité, elle a ça de terrible, c'est qu'elle vous rattrape. Et effectivement, il y a des questions qui en valent la peine, comme l'a signalé notre ami Faisal. En fait, ces augmentations n'ont pas attendu, effectivement. On vit, donc avec cette population, on vit cette réalité. Effectivement, ils n'ont pas attendu la loi des finances. Donc, c'est quoi? Donc, c'est ça le rôle des médias. C'est quoi cet appel? Qui a appelé? Pourquoi? L'investigation, on en a besoin. Parce qu'on ne va pas s'arrêter ensuite sur les effets, sur les conséquences de cette grève, de cette manifestation. Mais l'investigation, pourquoi cet appel? Pourquoi les commerçants? Au fait, les commerçants, je crois, est-ce que réellement il y a une législation où on fait respecter les prix? On est confronté, lorsqu'on fait nos courses, etc., à une espèce de yo-yo de la courbe, du simple au double, au triple, etc. Le pauvre consommateur, effectivement, je crois que s'il y a une association à monter tout de suite, c'est bien l'association des consommateurs. Parce qu'il est soumis au diktat du mandataire, du détaillant et tout ça. Saïd Khalil, je vais me permettre de vous interrompre parce que nous avons Borhan Messir qu'on n'arrive pas à joindre. Il vient juste de le trouver. Est-ce que Borhan Messir est avec nous avant que nous le perdions de nouveau? C'est dommage. Bon. Je vous laisse poursuivre. Donc, alors, pour revenir, par contre, ce que je peux dire à ces fameux médiateurs dans tout conflit sociétal, faut-il le rappeler, c'est un lieu d'épanouissement des luttes sociales, syndicales, culturelles. Le MCB avait, comme son apogée, a connu dans l'organisation. Et c'est des centaines de manifestations, d'activités. Il n'y a jamais eu le moindre écart, le moindre... Pourquoi? Parce que tant que la société civile, l'encadrement, le mouvement social était organisé, c'était une bonne chose pour tous. Même si
on n'a pas, comment dire, répondu à nos revendications, même si on n'a pas répondu à nos attentes, mais on a existé. Donc même à l'époque, il faut le dire, les partis politiques et tout ça jouaient leur rôle. Aujourd'hui, le drame, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de médiateur aujourd'hui. Et le risque, c'est on ne peut pas empêcher, en tous les cas, cette approche-là, ces méthodes-là du régime ne feront qu'exacerber les contradictions, ne feront que précipiter la situation vers l'irréparable si ça continue de cette manière-là. Mais justement, certains disent que si pendant les années 90, la fameuse décennie rouge ou noire, on l'appelle comme on veut, qui est plus qu'une décennie en fait, s'il y avait eu des chaînes libres à l'époque et autant de réseaux sociaux qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Or, si aujourd'hui des médias décident ou obéissent à l'injonction de ne pas couvrir des événements, des conflits sociaux, des mouvements de protestation, comme c'est le cas aujourd'hui, qui nous garantit que demain, ces médias ne seraient pas complices aussi d'éventuelles répressions, d'éventuels dépassements des droits de l'homme? Et oui, parce que notre lutte, notre implication, c'est d'abord, avant tout, c'est le droit du citoyen, c'est ses libertés individuelles. Et on ne peut pas taire ce qui s'est passé pour votre confrère Talmat. C'est tout simplement abominable. Voilà, peu importe ses idées Absolument. Mais de là, perdre la vie dans une prison où vous êtes censé être protégé par l'institution, même si elle est pénitentiaire, vous êtes protégé, vous devez être protégé. Aujourd'hui, pour rappel, Fakhar est en grève de la faim depuis hier. Son ami Tebakh Issa depuis le 25 décembre. Il y a des détenus du Mzab qui sont morts en prison. Et dont on ne parle pas. Dont on ne parle pas, des anonymes, tout ça. Donc, et c'est ça le point du problème. Où les émeutiers, les jeunes qui viennent d'être arrêtés à Tiaret, qui, d'après le communiqué de Maître Debbouze, n'ont aucune garantie pour leurs droits, pour voir leur avocat et tout ça. Le fond du problème, nous, toute notre aspiration, c'est de garantir les droits du citoyen. C'est ça. Et là, quel que soit les gens qui arrivent au pouvoir, même s'ils sont islamistes, il faut qu'on leur impose de garantir, de protéger, parce que les droits, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas uniquement l'apanage des Occidentaux, l'Arabine. Donc, alors, ce qui est bien, c'est pour l'Occidental, et dès que vous revendiquez vos droits, on vient vous dire, Ntouma Hizb français, comme ça vient d'être dit par un illuminé, que c'est Kabyle, encore une fois. Ben, monsieur, il n'y a pas que les Kabyles qui manifestent. Et deux, il y a un danger aussi. Cette haine qu'on essaie d'attiser, haine ethnique, confessionnelle et tout ça, dire, on est quand même sur un terrain, comment dirais-je, d'une dangerosité extrême en termes de manipuler de l'explosif. Donc, on appelle à la responsabilité de tout un chacun, y compris ceux qui appellent à la grève et à la manifestation. Je crois qu'il faut assumer. Nous avons appelé des centaines de fois à des grèves, à des manifestations. Nous les avons assumées, y compris la grève du 25 janvier 1990, à l'époque on a dit anonyme. Non, on a donné nos noms à la wilaya d'Alger. C'est nous qui appelons à la manifestation, c'est nous qui appelons à la grève et nous l'encadrons, nous en sommes responsables. Allez à Djoudi. Sur le même thème, avant de revenir à l'absence de couverture des médias, absence délibérée, décidée. Vous savez, le pouvoir est là, c'est relais. La société, la population, ils ont aussi leur relais. Aujourd'hui, on est dans un temps où on ne peut plus verrouiller. C'est impossible. On est en France.
même si les chaînes françaises ou les chaînes algériennes qui sont implantées à l'étranger ne peuvent pas couvrir parce qu'elles ne sont pas autorisées, mais nous avons les publications, nous avons les films, nous avons les vidéos, nous connaissons... Les journalistes citoyens avec leur téléphone. Ils ont le réseau. Nous avons nos réseaux. Les réseaux sociaux, ils ont cassé justement ce monopole étatique. Ils sont bêtes. Ils croient qu'ils ont tout verrouillé, tout caché. Mais ce n'est pas vrai. On est conscient que ça bouillonne un peu partout. On sait bien que il y a un appel anonyme, certes, mais cet appel, il est les conséquences du verrouillage du pouvoir, de cette dictature, de ce pouvoir militaire qui veut tout verrouiller. Donc il veut faire la pluie et le beau temps. Ce n'est plus possible. Mais ce pouvoir qui sait pourtant, comme vous le dites si bien, qu'il ne peut plus verrouiller, que ce n'est plus possible. Qu'en face, il y a des millions de citoyens avec un simple téléphone qui peuvent envoyer des images à l'autre bout du monde. Et qui pourtant fait pression sur ces médias, des médias qui n'ont pas le choix. Je rappelle qu'il y a plus d'une 50aine de chaînes de télévision privées de droit étranger qui ne sont pas autorisées légalement à autoriser. On les laisse exercer, on ferme l'œil, mais à condition qu'elles restent dans le cadre préétabli. S'ils sortent, on les ferme. C'est le cas de, par exemple, Atlas TV, on l'a fermé parce qu'il a dépassé le cadre, il n'a pas su s'auto-censurer. Et quand il est allé se plaindre au juge, le juge lui a dit « Pourquoi? Tu es qui, toi ?» Il lui dit « Moi, je suis une chaîne télé. » Il lui dit « Non, tu n'existes pas, toi. Ouais. » Vous voyez, donc malgré le fait que ce régime sait qu'il ne peut pas verrouiller, il verrouille quand même. Ça veut dire quoi, cette démarche? En tout cas, on est en train de parler des fois dans des petits détails, on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est la vacance du pouvoir. C'est ça le plus important. On n'a plus de président. Il y a une institution qui s'appelle la présidence de la République qui est gérée par des inconnus, par des gens qui se cachent derrière les rideaux. Derrière, on voit bien Saïd, le frère au président, qui gère la situation derrière les rideaux. Il y a une vacation du pouvoir. Il y a une lutte. Vacance. Bien sûr. Il y a une lutte de clans. Il y a un rééquilibrage. Un rééquilibrage. Il faut bien cacher ça, d'une manière ou d'une autre. Il faut anticiper. Donc, automatiquement, on essaye d'allumer. Moi, je suis conscient que l'appel est un appel anonyme. Mais je ne peux pas condamner cet appel anonyme parce que le pouvoir, au lieu d'encourager l'émergence d'une société civile, de syndicalistes, de partis politiques crédibles représentatifs, il a tout verrouillé au point il ne trouve plus d'interlocuteurs. Eh bien, c'est tout à fait normal, c'est une chute, c'est une chute libre. Automatiquement, ce sera l'effondrement. Vous avez bien vu, 2, 3, 4 wilayas. Et on commence déjà à soutenir le président. Mais qui a demandé le départ du président? Qui a demandé un coup d'État? C'est ça que je n'ai pas compris. Cette manifestation, ça me rappelle les manifestations spontanées. C'est une marche et c'est une manifestation spontanée, comme toutes les marches spontanées de 1995. C'est une honte. En 2017, on en montre. Alors, d'abord, qui règle le problème de l'effondrement des autoroutes, des trous. Et d'ailleurs, cette chaîne de télévision qui refuse de couvrir les événements en Kabylie a été félicitée par le Wali, par un ministre, parce qu'elle s'est donné le mal d'informer qu'il y a un trou sur une autoroute. C'est une honte. Vous voyez, minable. Yahya Bonouar, avant de nous quitter, un dernier mot. Que puis-je rajouter? Je crois que tout a été dit. Il faut, pour positiver un peu, parce que sinon tout le monde va s'effondrer, il faut absolument, et vos deux invités l'ont dit, recréer une société civile avec des mécanismes, avec des associations, des syndicats, des partis politiques qui puissent encadrer des manifestations pacifiques, organiser des manifestations pacifiques. C'est le seul moyen pour éviter une grosse explosion où il n'y aura plus personne. C'est-à-dire ce régime aujourd'hui, s'il continue à empêcher l'existence d'une société civile organisée, structurée librement,
par elles-mêmes, poussent le pays et mènent le pays vers le chaos, parce qu'à la prochaine grande explosion, il n'y aura plus personne pour arrêter la casse. Le régime ne pourra pas le faire, puisque par définition l'explosion se fera contre lui, et la société civile qui n'aura pas de prise ne pourra pas arrêter et empêcher les choses. Il faut absolument, c'est dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt national, si ces gens ont encore une idée de ce qu'est l'intérêt national, il faut absolument laisser la société s'organiser par elle-même. Ça existe dans tous les pays, ça s'appelle des syndicats, des partis politiques, des associations qui prennent en charge la contestation, parce qu'un pays où il n'y a pas de contestation, c'est pas un pays. Évidemment, une société qui bouge, une société vivante, eh bien, c'est une société qui n'est pas contente, qui proteste, qui conteste de manière organisée, de manière civilisée et de manière pacifique. Si on casse tout ça, ce sont eux les traîtres, ceux qui empêchent la société de s'organiser librement, de respirer naturellement. Ce sont eux qui sont en train de casser ce pays et de mener vers le chaos. Quand on demande ça, quand on demande à ce que laisser la société civile s'organiser, c'est dans l'intérêt du pays et non pas contre un tel ou un tel, parce que c'est la société qui se sauvera, c'est la société qui se défendra et non pas les appareils répressifs qui à un moment ne pourront plus et seront dépassés. On l'a déjà vu chez nous, mais également dans d'autres pays. Le seul rempart contre une explosion, contre le chaos, c'est la société elle-même. Alors, de grâce, s'il vous plaît, les gens du régime, laissez la société s'organiser, non pas parce qu'elle va vous faire des choses à vous, mais pour se sauver elle-même et au bout du compte pour sauver le pays. J'espère qu'ils vont comprendre, j'espère qu'ils vont laisser le faire. Voilà. Merci Yahya Bonouar, en espérant vous revoir bientôt. Saïd Khalil, est-ce que ce régime sera suffisamment intelligent, ou du moins raisonnable, pour répondre à un tel appel, celui de Yahya Bonouar, pour permettre l'émergence de partis politiques réels, de représentants du peuple réels, de syndicats, de permettre à l'université algérienne de renaître de ses cendres, parce qu'elle n'existe plus, et de pouvoir porter une société civile devant sur la scène politique pour porter de vraies contestations politiques et pourquoi pas aller vers une transition démocratique. C'est tout un programme, si Jamal. Mais est-ce que ce régime est susceptible d'accepter un tel... C'est l'Himalaya, ouais. Mais au fait, parfois, on ne demande pas tant que ça. L'essentiel, c'est qu'il y ait une indication, une orientation. Parce que nous savons que depuis des décennies, de régression, donc la société civile n'est plus ce qu'elle était du moins déjà, par rapport à ce qui existait. Il y a toute une population vulnérable, c'est les jeunes, les ados dont vous avez parlé, c'est eux qui sont donc dans la manif, qui sont les plus exposés, parce que le mal de vivre, pourquoi les jeunes, c'est humain, vous ne verrez pas un père de famille de 5-6 personnes dans cette... bon, avant on les voyait, mais maintenant ils sont complètement blasés, ils sont cassés, mais le jeune n'accepte pas ça, parce que cette rage de vivre, elle est plus forte. Ensuite, donc j'ai parlé de la faiblesse de la société civile, et en face vous avez une espèce de réflexe pavlovien. On gère les situations de la même manière, c'est-à-dire on ne veut pas faire de la prospective ou de l'analyse en profondeur, dire bon, nous arrêtons, même si quand même il y a une marge de manœuvre, vous pouvez nous faire un gouvernement mieux que ça. Vous pouvez nous nommer des responsables de... C'est dans l'air, hein, ils sont en train de... On verra bien. Et puis pour dire... Parce que dans la société, il y a de la vitalité. Je prends à titre d'exemple certaines associations de villages qui ont, comment dirais-je, organisé leur village, qui l'ont nettoyé, qui ont aménagé et tout ça. Et c'est à l'échelle, la direction, je crois que le travail, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Parce que si on reste comme ça, comme deux droites parallèles qui ne se racontent jamais et tout, et même qu'on travaille, on marche même pas dans le même sens, je crois qu'on va directement, effectivement, comme l'a signalé Yahya, c'est le chaos assuré, quoi. Je crois qu'on demande de la responsabilité à tout un chacun, c'est le moment, nous avons
un seul pays, c'est notre pays. Comment sauver cette situation-là? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais vous disiez que vous n'attendez qu'un signe, vous n'attendez pas de ce régime qu'il fasse une vraie ouverture, mais du moins, si j'ai bien compris, au moins qu'il fasse un signe, qu'il fasse le signe qu'il est prêt donc à ces ouvertures. Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'aller vers Non, je vous dis, on est encore dans le réflexe pavlovien. On prend les mêmes données et on fait la même chose. Donc aujourd'hui, on va aller bientôt à des élections législatives. Les partis politiques ont donné leur accord, ils vont y aller, ils vont être députés, ils vont aller à l'Assemblée nationale, ils vont adopter la loi des finances 2018, et puis voilà. Donc, ça veut dire pas de possibilité d'amendement, de changement véritable. Mais maintenant, il me semble qu'on va rentrer dans une zone d'imprévisibilité, dans une zone où cette fameuse stabilité, ou cette fameuse, comment dirais-je, paix sociale et tout ça, on sait bien comment elle a été assurée, de quelle manière, avec quel, disons, flot de dinars, de tout ça. Et donc, anesthésie générale. Le grand problème aujourd'hui, lorsque vous avez un pays qui fonctionne avec une seule donne, c'est le prix du baril, la rente, les régimes rentiers, ce n'est pas le propre de l'Algérie. On a vu ce qui s'est passé au Venezuela, dans d'autres pays. Je crois qu'aujourd'hui, on attend que quand même plus de responsabilité de la part des premiers, des premiers concernés, parce qu'ils ont toutes les commandes. Nous, à la limite, nous sommes des citoyens interpellés, quoi, parce qu'en définitive... Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils vous donnent quoi que ce soit s'ils n'y sont pas contraints? Pourquoi voudriez-vous vous pensez que tout ce qui se passe, ce n'est pas de la contrainte? Pour le moment, non. Ils ne semblent pas le ressentir comme ça, en tout cas. Je crois que on peut laisser le débat là. On en reparlera dans quelques mois, peut-être. Ali Haïdjoudi, si demain, à Dieu ne plaise, la situation empire, qu'elle pourrait devenir explosive, à qui sera la faute? Aux gens qui vont donc exploser, qui vont occuper la rue, qui vont exiger un vrai changement, laisser parler leur colère. Et Dieu sait que la colère, quand elle parle et quand elle n'est pas canalisée, peut déboucher sur n'importe quoi. Ou à ce régime, comme on était en train d'en parler à un instant, qui, sachant qu'il est dans une attitude totalement suicidaire, continue de ne rien lâcher. À qui pourrait-on demain reprocher? À la main étrangère supposée qui va donc faire exploser le pays, ou à ce régime qui, maintenant qu'il a la chance encore de pouvoir tout changer, ne fait rien pour ça? Vous savez, Ouyahia a annoncé les couleurs en disant que s'il y a effondrement du pouvoir, il y aura effondrement. C'est-à-dire, si on coule, vous allez couler. C'est une façon de dire. Soit on reste au pouvoir, on est les chefs, les maîtres du lieu, soit c'est l'effondrement et vous allez payer parce que eux, ils sont à l'extérieur, ils sont à l'étranger, leurs biens, leurs familles, leurs intérêts. Eh bien, je pense, moi je n'ai aucun espoir, honnêtement, moi, le pouvoir algérien est un cas désespéré. C'est pas la peine de, je n'ai pas d'illusions, je ne rêve pas, je ne crois pas au Père Noël. Ils sont là depuis l'assassinat de Ben Ramadan, depuis 58, depuis le premier coup d'État, depuis le coup d'État contre 57, depuis le coup d'État contre le GPRA, depuis 62, et c'est une succession de coups d'État, de putsch, de coups bas. Eh bien, ils doivent partir. En tout cas, ils vont partir. Soit en essayant de créer des conditions d'une alternance, d'une vraie alternance, pas une alternance entre les clans, et un véritable changement. Soit ce sera l'effondrement, parce que, vous savez, à côté, il y a la Libye. C'est l'effondrement de l'État. Il y a pratiquement, en Égypte, il y a un pseudo-président, mais il n'y a plus pratiquement l'Égypte, qui est la première puissance du monde arabe et musulman, et il est insignifiant aujourd'hui, l'Égypte. La Syrie, il est ruiné. Ben, écoutez, on n'est pas à l'abri du danger. Le danger, celui qui met l'Algérie, qui expose l'Algérie en danger, c'est les mêmes pouvoirs qui ont exposé le Soudan au danger. Aujourd'hui, le Soudan est divisé en deux. C'est les mêmes qui ont
provoquer l'effondrement de la Syrie, qui est le pouvoir sur place qui ne veut rien lâcher. C'est les mêmes pouvoirs en Algérie qui sont là. C'était les socialistes, les libéraux, c'était les démocrates, c'était la lutte contre... C'était eux les laïcs, c'était eux les islamistes. Vous savez, un pouvoir qui fait appel à des chouyours pour des ftouas et quelques docteurs universitaires qui n'ont d'université que le titre, sur les émeutes, sur les émeutes, sur les chaînes de télévision, au lieu de couvrir réellement les événements, rapporter fidèlement ce qui se passe sur le terrain. Et ils en font encore le plus profond, ils amènent des chouyours qui parlent, qui ont des prêches, des ftouas. Oui, bien sûr, mais pourquoi ces chouyours, ces universitaires n'ont jamais prêché contre ce pouvoir, contre le détournement de l'Algérie, contre le détournement des rêves des Algériens? Mais il y a un problème, je dis, qui fait peur à tout le monde. Parce que les gens qui nous écoutent, ils savent que la plupart des invités qui viennent ici s'expriment très sincèrement et très directement, sans être bridés. Mais tous disent la même chose. Tous disent, quoi, vous voulez faire de nous la Syrie, la Libye? Les gens ont peur. Et vous venez d'en parler, hein, la Syrie, la Libye. Qu'est-ce qui empêcherait, comme tous les autres régimes despotiques? Parce que les régimes despotiques sont faits de telle façon que lorsqu'ils disparaissent, c'est le chaos après eux. C'est toujours comme ça. C'est quasi systématique. Et donc, qu'est-ce qui empêchera l'Algérie, si jamais demain le régime tombe, que ça ne bascule dans une situation que les Algériens pourraient payer très chèrement? Eh bien, en tout cas, c'est l'objectif du pouvoir. Ou ils se maintiennent au pouvoir, ils gardent leurs intérêts, leurs richesses, ou c'est l'effondrement de l'Algérie, en tout cas. Une chose est certaine, même dans les pays la Russie, par exemple, ou l'ex-URSS, Poutine, quand il a eu ces deux mandats, il a quitté le pouvoir, même s'il y a eu un pseudo-changement. Au moins les apparences, sauver les apparences, le SMIC, le minimum. Mais c'est incroyable. Des hommes politiques, soi-disant, entre guillemets, qui prêchent encore le 5e mandat avec la vacance du pouvoir, l'absence du président, une lutte clanique. Regarde la situation de l'Algérie aujourd'hui. On est les derniers. Le Maroc, on sous-estime à chaque fois parce que quand on parle du Maroc, c'est notre ennemi. Alors, foutaise, on n'a jamais cru à ça. Eh bien, le Maroc qui n'a pas les richesses de l'Algérie, le Maroc qui n'a pas toutes ces richesses pétrolières, tout ce qui s'ensuit, il est meilleur 1000 fois que nous. Rien du tout. Eh bien, ce pouvoir n'a pas honte. Il a dépensé 800 milliards, c'est l'équivalent de 4 fois le plan Marshall. De Gaulle a reconstruit la France avec 200 milliards. Et Bouteflika, il a dépensé 800 milliards. On n'a ni un stade, ni une vraie autoroute, ni des vraies villes, ni rien du tout. C'est une honte. Ils veulent encore se maintenir au pouvoir. Mais c'est impossible. En tout cas, soit ils partent, soit c'est l'effondrement de l'Algérie. Parce que les jeunes, peut-être que nos aînés étaient très sages. Parce que je salue moi le combat démocratique, les démocrates qui n'ont jamais prêché la violence. Ils n'ont jamais appelé à la guerre, ni à la violence, ni à quoi que ce soit, une riposte civile, une riposte pacifique. Eh bien, peut-être nos aînés, nous-mêmes, on est plus ou moins plus conscients, plus sages. Nos enfants, ils ont plus ce réflexe. Ils ne veulent plus de ce pouvoir. Ils ne veulent plus de cette image de l'Algérie. Ou ça change, ou c'est l'effondrement. Ils ont le choix. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la situation. En tout cas, une chose est certaine. Ils ont tout verrouillé. Eh ben, il y a implosion un peu partout. Il n'y a plus d'interlocuteurs. Leur interlocuteur, c'est Chemsou et docteur Feltana, qui sont en train de prêcher. C'est mesquin, c'est misérable, mais c'est le niveau politique de notre pouvoir. Saïd Khalil, comment empêcher que ça puisse basculer dans l'horreur éventuellement? Parce qu'il fait presque plus de doute que nous allons vers de grands problèmes. Ce régime n'a plus les moyens ni les méthodes de sa politique. Ça veut dire anesthésier tout le monde, acheter la paix sociale avec les ressources des générations futures. Et aujourd'hui, ça y est, l'avion a craché. Et donc, nous allons aller vers des problèmes. Il n'y a aucun doute. Même ses alliés naturels, ceux qu'il a arrosés à coups de centaines de milliards, ne pourront plus le soutenir.
comment faire pour ne pas subir cette malédiction des régimes despotiques quand ils s'effondrent et d'aller vers pire, au point où aujourd'hui, par exemple, les Libyens regrettent Al-Kadhafi, ou certains Syriens regrettent à la limite la période Assad d'avant la guerre. Comment faire pour ne pas tomber dans... Il me semble, bon, elle a touché un peu la situation, quoi. De toute façon, il faut faire avec eux. Ça, c'est sûr, quoi. Mais à condition qu'eux acceptent de faire avec les autres. Oui. Ouais. Il me semble que, comme nous l'avons toujours dit lorsqu'on était donc, au FFS dans les années 90, comme vous avez dit, dans une période d'une violence une déferlante sans limite, tout ça, mais quand même, nous n'avons jamais fui le terrain, nous avons essayé de prêcher la parole politique, d'essayer d'amener le régime à la raison pour être ça. Il me semble, pour aller vers une transition, il faut donner des garanties. Ça, je crois qu'il faut être clair. Pour que ces gens... Qui doit donner des garanties? La société civile, l'opposition. Même si cette opposition, il va falloir la créer. Parce que si, comment dirais-je, comme pour plagier Darnour à l'Ihya, il y a l'opposition au pouvoir et l'opposition du pouvoir. On ne parle pas de cette opposition, puis en dernière minute, qui fait la queue pour aller s'aligner vers des élections qui n'en sont pas et se retrouver dans une assemblée qui n'en est pas une. Ensuite, bon, faire semblant de se révolter contre ces lois qui sont votées, etc. Je crois que, bon, une transition, ça se pense, ça se réfléchit. Et là, je crois que toute compétence, toute expertise, toute militance, toute bonne volonté aura son mot à dire, on en a besoin, parce que c'est une situation, que à Dieu que ça ne tienne, que donc on peut, et là on aura besoin, si vous voulez, au-delà maintenant de ces constats, comment dirais-je, un petit peu chaotiques, etc. Je crois qu'il arrivera un moment où tout un chacun prendra ses responsabilités, parce que la situation économique, elle a été prévue dans chaque lundi que Dieu fait. Ça a été toujours, on va vers comment dirais-je, la chute du baril, oui. Et avant tout, tout notre combat doit être, comment dirais-je, tendu vers vers les droits du citoyen, vers ses libertés. Et moi, je terminerai pour ne pas oublier ceux qui souffrent en prison. Rappeler nos amis Frères, Tebach, Bourras, et tant que nous mettons des citoyens en prison parce qu'ils ont une opinion, parce qu'ils défendent leurs droits, je crois que le combat n'est jamais fini. Et ces personnes, ceux qui portent toujours ces combats, ces luttes-là, c'est avec ces gens-là qu'il faut faire. C'est-à-dire, il ne faut pas de compromission sur les principes, tout en étant responsable. Nous savons que nous ne pouvons pas tout raser en un jour. Merci beaucoup Saïd Khlil, merci beaucoup Ali Ait Joudi, merci beaucoup Yahya Bonouar, merci beaucoup Barhan Messir que nous n'avons pas pu joindre malheureusement, merci beaucoup Faisal Mattawi, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, Slama.